Bonjour, bienvenue sur eeview1.com. Aujourd'hui, une émission consacrée aux films de Miyazaki. Et pour en parler, je reçois notre invitée. Elle est responsable du site butaconnexion.net. Elle s'appelle Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, vous avez 26 ans. Vous êtes professeure documentaliste en collège. Et vous avez découvert Miyazaki par le biais de Porco Rosso en 1995, je crois. Oui, tout à fait, pour la sortie en fait sur Canal+. Je n'ai pas découvert au cinéma. Par Canal+, voilà. Donc par la télé. Voilà, à la télé, tout à fait. Et il y a un deuxième événement, c'est la série télé Mon voisin Totoro. C'est un film, mais oui, tout à fait. C'était à la télé en tout cas que vous Oui, l'avez vu. c'était à la télé sur Canal aussi. En 98, et c'est ça qui a fait un peu éclore votre passion pour Miyazaki. Alors, comment ça s'est passé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu Porco Rosso donc, à la télé. Et puis, j'avais pas tout à fait tilté, j'avais bien aimé, mais bon... et puis, j'étais ado, et c'est vrai que j'avais une grosse passion pour l'animation japonaise à ce moment-là, comme beaucoup d'ados. Et en 98, donc il s'est passé un certain temps sans que je sache ce qu'était que le studio Ghibli, Miyazaki, tout ça, ça me passait au-dessus de la tête. J'avais vu aussi Le Tombeau des Lucioles de Takahata, qui est le deuxième réalisateur du studio Ghibli, mais j'avais pas du tout tilté sur le nom du studio. Et puis donc en 98, c'était l'année de mon bac, et au mois de mai, par hasard, je regardais la télévision au lieu de réviser, et ce jour-là, je suis tombée sur une espèce d'ovni qui était Mon voisin Totoro, qui est donc un film d'animation qui date de 88, si je ne m'abuse, ou 87, et qui donc parle de deux petites filles qui rencontrent un monstre, une sorte de monstre imaginaire assez sympathique, un esprit des forêts qui s'appelle Totoro. Et donc là, ça a été un vrai choc, et là, je l'ai vu 8 à 10 fois en l'espace d'un mois, aux grandes dames de toute la famille, parce que j'avais le bac à la fin de l'année. Et vous avez eu le bac, quand même. J'ai eu le bac, tout à fait. Et donc voilà, Princesse Mononoke, la vraie passion. Et après, ça ne s'est plus arrêté jusque-là. Alors, le site Butaconnexion est donc entièrement dédié au studio Ghibli. Donc, Isao Takahata, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, a réalisé la célèbre série télé, le dessin animé Heidi, dans les années 70. Et Miyazaki. On a l'impression en France que les gens ont découvert un peu tard les films de Miyazaki, parce que la plupart datent des années 80. Tout à fait. Alors, comment se fait-il qu'on ait attendu les années 90, voire 2000, pour que les gens comprennent que c'était pas que du dessin animé? Alors déjà, il y a eu un problème vis-à-vis de Ghibli en soi. Après, je reviendrai sur l'animation japonaise et l'image que ça a en France. Ce qui s'est passé, c'est que donc, dans les années 80, en 84, est sorti Nausicaa au Japon. Et donc c'est le deuxième film de Miyazaki. C'était juste avant le studio Ghibli. Ils ont voulu le sortir à l'étranger. Il y a une boîte de production américaine qui a pris les droits du film, en fait, qui a acheté les droits du film et qui l'a sorti à l'étranger, mais en coupant toute la version, en faisant une deuxième version en fait de Nausicaa où ils ont changé les noms, changé l'histoire, changé la musique. Enfin, ça a été une catastrophe. Et à partir de là, Miyazaki a dit c'est terminé, il n'y aura plus aucun film qui sortira en dehors du Japon. Ah bon. Il a fallu attendre 98 avec Mononoke. Le gros détenteur en France, le gros détonateur pardon, en France, ça a été sans conteste Chihiro plus encore que Mononoke. Bon, même si Mononoke, et c'est vrai, le premier film d'animation japonaise a réellement fonctionné en France après la vague Akira, on va dire. Mais le gros boom, ça a été l'Ours de Berlin pour le voyage de Chihiro en 2003. Là, ça a été un vrai détonateur. On s'est aperçu en 2001, on s'est aperçu que tout d'un coup, l'animation pouvait recevoir des prix comme un film. C'était un film. Un film à part entière et non pas un film d'animation. Et pas seulement pour les enfants en plus. Tout à fait. C'est là qu'il y a eu un changement vis-à-vis de Miyazaki et qui est devenu d'ailleurs très tendance d'adorer les films de Miyazaki. Et à partir de là, donc Buena Vista a sorti Chihiro, qui a fait donc 1,5 million de spectateurs en France, qui est quand même un beau succès pour un film d'animation japonaise. Et de là, on a décidé de ressortir des films un peu, donc des anciens films que nous, on n'avait pas pu voir à l'époque. Concernant l'animation japonaise en France, c'est vrai qu'il y a eu une très mauvaise image pendant très longtemps. Je crois qu'elle n'est pas encore tout à fait, d'ailleurs... évaporer cette image-là, parce que tout simplement, il y a eu une émission d'enfants que je ne citerai pas, qui était sur une chaîne bien connue, donc, qui était TF1, donc le Club Dorothée. Hautement culturel, il faut le rappeler. Hautement culturel, et donc la 5. Donc il passait un peu de tout, c'est vrai, toutes les séries d'animation possibles et imaginables, et pas forcément des séries d'animation destinées aux enfants, je pense à Ken le Survivant, notamment.
qui est très drôle, peut-être. Une série qui pacifiste, était, oui, tout à fait. Qui prenait la paix. La paix et l'amour entre les peuples. Hein. Et le problème, c'est que c'était une série qui n'était pas destinée spécialement aux enfants et qui a été passée à des heures complètement... Puis bon, c'était des séries télé. Alors, il y avait quand même... Miyazaki a fait des séries télé. Hein. Peut-être que les gens connaissent Sherlock Holmes, par exemple. Oui. Donc, qui est passé, d'ailleurs, sur la 5 à l'époque, la 5 de Berlusconi. Donc, comme quoi, il passait en fait de très bonnes séries, comme le pire de ce qui se faisait à l'époque. Et ça n'a pas aidé à l'époque pour faire entrer l'animation japonaise dans les mœurs. Alors vous-même, qu'est-ce qui vous plaît D'abord, quel est votre film préféré De Miyazaki ou Oui, Miyazaki, c'est dur. Bon, je garde une tendresse particulière pour Princesse Mononoke, quand même. Enfin, une tendresse, peut-être le terme est mal choisi, mais je crois que c'est le film qui m'a le plus transcendé, entre guillemets. Enfin, c'est un film que j'ai le plus vu, d'abord. Je crois que j'ai dû voir... Bon, je vais pas faire la fan de base, mais au moins une trentaine de fois facilement. Ah oui. Quand même, 30 fois c'est bien. Hein. Oui, vous connaissez les dialogues par cœur, non? Pas encore. Mais c'est peut-être le film le plus profond quand même. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont transmis, puis c'est très historique. Hein, c'est historique. Je pense qu'il y avait le côté Japon médiéval, un peu fantasmé, qui était le souffle épique aussi qui se passe dans le film. Le message quand même, bon, j'ai du mal à dire message écologique parce que Miyazaki lui-même a du mal à adhérer à un discours politique de l'écologie. On va dire en tout cas la réflexion qui est autour du rapport entre l'homme et la nature m'avait vraiment parlé à l'époque. Et puis bon, la mise en scène en soi est absolument magnifique. La musique d'Hisaishi aussi est très importante parce qu'Hisaishi, c'est Joe Hisaishi est la personne qui fait les musiques de Miyazaki et celle de Kitano également. Et je crois que les films de Miyazaki d'ailleurs seraient pas tout à fait les mêmes sans les bandes originales. Et puis c'est vrai, ce rapport à la nature, c'est ce qui m'a le plus parlé, quoi. Enfin, Alors dans Princesse Mononoke, il y a un personnage atypique, c'est Dame Eboshi, c'est ça? Oui. Qui passe un peu pour une féministe. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord parce que en fait c'est une longue tradition chez Miyazaki. Donc dans Nausicaa déjà, il y avait un personnage identique qui s'appelait Kushana. Et on dit souvent que Mononoke, c'est la suite logique de Nausicaa. Et c'est tout à fait ça dans Mononoke, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui assume tout à fait son rôle de femme, qui est aussi forte qu'un homme, on va dire. Alors même si c'est pas forcément une définition très positive féministe, mais c'est quelqu'un qui prend les rênes aussi du pouvoir, et quitte à d'ailleurs ce qui est des problèmes qui en découlent ensuite, elle n'hésitera pas à défendre coûte que coûte ce en quoi elle croit. Entre autres, là, elle croit, en la modernité, justement, de l'industrie, puisqu'elle a en charge, on va dire, une tribu, on peut dire ça comme ça, avec donc des prostituées et des lépreux, donc que la société rejette, et elle décide de leur donner une seconde chance dans son village à travers l'industrie des mines, en fait. Quitte à détruire la nature. Et elle, à partir de là, prend son rôle à cœur et est prête à tuer, s'il le faut, le dieu cerf et donc toute la nature pour défendre son peuple. Donc, peut-être pas forcément une féministe, mais en tout cas quelqu'un qui s'assume pleinement. Et c'est vrai que c'est pas tout... Dans l'animation, il n'y a pas forcément des rôles féminins forts comme ça, je trouve. Enfin, je pense à des exemples plutôt américains, d'ailleurs. Oui, la femme est un peu le faire-valoir de l'homme. Un peu le faire-valoir de l'homme. Chez Miyazaki, c'est un vrai moteur. Dans tous ses films, la femme est un véritable moteur. C'est la personne qui défend un certain nombre de valeurs, et pas forcément la famille, d'ailleurs. Enfin, c'est assez intéressant pour ça. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant d'un film qui est complètement différent de Miyazaki, c'est Kiki la petite sorcière. Personnellement, j'ai une affection particulière pour ce film parce qu'il est très léger. C'est presque, on dirait, pas vraiment un film, mais vraiment une toute petite histoire. Donc une sorcière, une jeune sorcière qui a 13 ans, je crois, et qui va devenir une sorcière, une vraie sorcière dans la grande ville. Comment vous le voyez, ce film C'est pour vous un petit plaisir que s'est fait Miyazaki Alors, c'est un projet qui est un peu particulier. Alors, sinon, moi, si je devais définir Kiki, c'est de la magie du quotidien. C'est toutes les petites choses qui font un grand film, en fait. C'est des petits instants de vie volée comme ça, sur un fond un peu fantastique, c'est vrai. Donc, il faut savoir que Kiki, il dénote un peu par rapport aux autres films, tout simplement parce qu'à l'origine, c'était pas son projet à Miyazaki. C'était un autre réalisateur qui devait réaliser Kiki et qui a abandonné en cours de route, puisqu'il avait du mal
à le faire. Et Kiki est un des seuls films avec le château ambulant à ne pas être un scénario original. C'est à l'origine un livre d'un auteur japonais. Et donc il a repris le projet à bras-le-corps et s'est lancé dans Kiki. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu à part par rapport à d'autres films, qu'il y a cette espèce de légèreté, parce que c'est peut-être moins ces thèmes habituels, on va dire, par exemple l'écologie, entre autres, où la nature n'est pas forcément présente. Mais il y a des thèmes quand même de Miyazaki qu'on retrouve, notamment le fait de quitter le monde de l'enfance pour devenir, on va dire, pas un adulte, mais enfin quelqu'un d'affirmé dans ses goûts. Il y a un autre thème qu'on voit souvent et qui est dans Kiki, c'est l'aviation. Il y a une fascination pour tout ce qui vole. Je crois qu'il n'y a pas un film de Miyazaki où on n'a pas un hélicoptère, un avion ou un ballon dirigeable. Mononoke, c'est le seul. Ah, c'est le seul. C'est le seul parce que tout simplement, Miyazaki a une passion depuis tout petit, parce que son père dirigeait une usine d'avions en fait. Voilà. Donc il a toujours été passionné par tout ce qui est aviation. Et donc les airs. Et c'est pas anodin d'ailleurs que Mononoke soit un film qui se passe au sol, c'est tout simplement parce qu'il y a une certaine lourdeur, une certaine gravité dans le propos qui s'y est pas forcément avec cette espèce d'échappée. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs symboliques qui tournent autour de l'air chez Miyazaki. C'est vrai que dans Le Château dans le ciel, il y a aussi beaucoup d'aviation. C'est aussi une forme de libération aussi, par les airs, un moment de flottement et de libération des contraintes terrestres. C'est très documenté d'ailleurs, parce que Porco Rosso c'est vraiment le film de l'aviation pour le coup. Et on voit que ça se passe, c'est très localisé dans la mer Adriatique. Les avions qui sont cités jusqu'au moteur de l'avion, le Curtiss, et le trophée Schneider, il y a beaucoup de références et il s'est beaucoup documenté sur ça. C'est une documentation exacte, c'est-à-dire qu'on peut retrouver exactement les modèles qui correspondent à ce qu'on voit dans le film. Celui de Porco Rosso, c'est un Savoy, je crois. Enfin bon, c'est très... il y a des petits clins d'œil, sur le moteur de Porco Rosso s'appelle Ghibli, mais ça, voilà, c'est assez drôle. Mais Ghibli étant aussi le nom d'un moteur, ça colle aussi. Il a peut-être voulu donner le nom d'un moteur à son studio. Alors, en fait, Ghibli aussi, c'est un vent du sud saharien. On retrouve toujours l'histoire de l'air. Et donc, c'est parce qu'avec Takahata, il voulait créer un studio d'animation où souffle un vent nouveau. Voilà. C'est ça la petite histoire de studio. Les Japonais aiment beaucoup, je crois, les images. Oui, c'est très, très poétique. Voilà. Et donc, c'est vrai que Porco Rosso, il y a une séquence magnifique d'ailleurs où il se retrouve à un moment donné au-dessus des nuages. Oui. Et là, c'est moins les airs libérateurs que le côté parce qu'il revoit les aviateurs qui sont morts pendant la guerre et qui forment en fait la galaxie. En fait, après, les aviateurs se transforment et deviennent la galaxie. Et vous avez rencontré Miyazaki déjà ? Non, c'est un rêve. Enfin, je l'ai rencontré. Non, j'ai rencontré Takahata. On a eu le bonheur de pouvoir l'interviewer 2 fois. Il y a toujours le problème de la langue, c'est un petit peu problématique. Miyazaki, on l'a croisé plusieurs fois à l'exposition Miyazaki Moebius, par exemple. Mais c'est quelqu'un. Déjà, c'est quand même une icône. Il faut pouvoir l'approcher quand même. Oui, voilà, c'est quand même une personnalité. Oui, c'est quand même une personnalité. Puis c'est quand même, actuellement en France, je pense que c'est vraiment le réalisateur japonais d'animation qu'on connaît. Il connaît l'existence de votre site Miyazaki, je ne sais pas. Takahata, oui, forcément. Je suppose que oui, sinon Vous avez pas eu de contact, en tout cas par email ou même... On travaille de temps en temps avec Buena Vista, qui est Disney, qui fait le lien. Passerelle, Donc on a les informations par ce biais-là maintenant. On n'a pas plus de contact que ça. Et peut-être qu'il vaut mieux. Ah bon ? Vous préférez garder une distance avec le mythe ? Alors d'abord, je pense qu'il faut toujours garder une distance avec... il faut séparer aussi. Moi, j'aime beaucoup le réalisateur. J'aime ce qu'il fait. Je ne sais pas forcément si l'homme... je ne porterai pas... Je veux pas porter le jugement dessus. Je préfère peut-être rester justement sur... une certaine image. D'autre part, Ghibli est très strict vis-à-vis de l'utilisation de ces images... il y a très peu de sites japonais. Ils sont très respectueux au Japon en général de l'utilisation de l'image. Même si, je parle pas là entre autres de téléchargement, mais vraiment d'images toutes simples. Donc peut-être que moins ils en connaissent, mieux c'est pour nous, puisque c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'ouvrage de référence à l'heure actuelle en France sur Ghibli. C'est parce qu'ils sont très stricts. Alors justement, par rapport à votre site, donc il y a toute une communauté qui s'est créée de fans. Il y a un forum. Cette communauté existait sans doute avant le site. Ça s'anime bien à ce niveau-là. Vous avez régulièrement des messages qui vous sont adressés à vous
Est-ce que les jeux vous sentez... Alors, il faut quand même, on va donner des chiffres quand même. Vous avez 727 769 visites en 2006, c'est quand même pas mal. Hein, ça a beaucoup augmenté. Vous êtes contente, ça, de cette frénésie qu'il y a pour les films de Miyazaki? Alors ça dépend. D'ailleurs, c'est drôle, le public a beaucoup évolué depuis que moi je suis sur le site. Donc moi, je suis aussi modératrice du forum. Donc moi, j'ai une vision un petit peu plus stricte du forum, mais il y a 2000 membres. Alors ça veut pas dire qu'on est 2000... postants, personnes qui participent au forum, mais on a, disons, un fond d'habitués, et puis ensuite ça se renouvelle. Donc il y a beaucoup de discussions, on a une section qui s'appelle Débat Ghibli, où c'est vrai que les gens, c'est assez étonnant, parce qu'ils s'attardent vraiment des fois sur des petits points de détail, et ils arrivent à partir de là, on découle des discussions très intéressantes généralement. Il y a des gens aussi qui sont passionnés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils connaissent l'animation. Bon, moi par exemple, l'animation japonaise, je connais pas forcément aussi bien que l'animation internationale. Moi j'adore Pixar, voilà. Il y en a d'autres qui viennent par le biais du manga et de l'animation japonaise, d'autres qui viennent parce qu'ils adorent le Japon, donc c'est très vaste. Et Vous avez des intégristes oui. Ou dont quand ils interviennent sur un forum, on a l'impression que leur vie en dépend, parce qu'on a osé insulter ou dire qu'un tel film n'était pas bon. On a eu un grand sujet là-dessus, il y a un topic qui s'appelle le Miyazaki que vous aimez le moins. Ça, c'est toujours source de... Bon, même si le principe est d'échanger et de débattre, donc il faut avoir des arguments, évidemment, hein. On n'arrive pas en disant, voilà. Donc voilà, et puis donc de temps en temps, on organise aussi des rencontres qu'on appelle les boutadinés, et donc là, c'est l'occasion de rencontrer les fans ou les passionnés, on va dire, parce qu'on préfère ce terme-là, les passionnés de Ghibli dans un bon resto. Ça permet de rencontrer les gens en vrai, et des fois c'est étonnant d'ailleurs. Oui, et vous avez fait des fidèles comme ça, des amis? Oui, un des forumers est le témoin de mon mariage dans 6 mois. Ah. C'est dire. Donc Buta est en train de devenir une sorte de mafia. Voilà, non? tout à fait, c'est ça. Ma sœur est sur le forum, voilà. Il ne manque plus que ma mère. Et bientôt les enfants de Buta? J'espère. On en a déjà. Ah bon? On en a, non, pas des enfants oui. On ne se reproduit pas encore, mais on espère. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup et bonne continuation au site. Merci beaucoup. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui sera consacré à la relation acteur-réalisateur.